Donc bonjour à tous, je suis Agathe, je suis référente en UE7 pour ce semestre avec Justine qui hier vous a proposé une vidéo sur la partie santé publique. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les bases de la toxicologie. Donc c'est une vidéo qui va traiter différentes notions qui vont vous être approfondies tout au long de ce semestre par le professeur Saint-Marcoux, juste là pour vous familiariser avec ces nouveaux termes. Donc, on va voir quelques définitions. Ensuite, certains exemples pour justement illustrer ces définitions. Une classification des drogues et principales drogues et leurs effets. On en a choisi 4 qu'on va survoler. Et les différents modes de détection des substances. Donc, tout d'abord, une notion essentielle qui est qu'est-ce qu'une drogue? Donc, une drogue est une substance naturelle, donc par exemple issue de plantes comme pour le cannabis, ou de synthèse qui va être fabriquée chimiquement, comme par exemple les nouveaux produits de synthèse, et avec des effets psychotropes, donc qui agissent et modifient le système nerveux central, incitant bien sûr à un usage de plus en plus répétitif. Donc, on a aussi le concept de toxicomanie qui va arriver avec la consommation de la morphine. C'est vouloir se procurer la drogue par tous les moyens en augmentant les doses à chaque fois, mais qui va provoquer des effets nuisibles bien sûr sur l'individu, mais aussi sur la société. Parce que la société va devoir prendre en charge justement ce toxicomane. Donc vient avec la notion de pharmacodépendance. On va dire que ça remplace un petit peu le terme de toxicomanie, mais toujours avec les caractéristiques semblables d'un désir obsessionnel et d'une recherche permanente de la substance. Ensuite, on a la notion de tolérance qui va se produire, par exemple, lors d'un usage répétitif d'une substance, va faire baisser la sensibilité du corps à cette substance. Donc, on va devoir augmenter les doses de plus en plus, de plus en plus fortes pour ressentir les mêmes effets de la substance. Et donc, on va augmenter la tolérance de la substance pour le corps. Ensuite, on va avoir le syndrome de dépendance, qui peut être psychique et physique, physiologique. Ça va concerner tout ce qui est tolérance de l'organisme et les symptômes de sevrage pour un syndrome de dépendance physiologique, physique. Et tout ce qui est cognitif, ça va être la recherche incontrôlée de la drogue, par exemple. Ensuite, on va avoir le syndrome de sevrage, qui est du coup un indicateur majeur du syndrome de dépendance, parce que logiquement, si on a les symptômes euh, de sevrage, lorsque l'on arrête de prendre la substance, cela veut dire que l'on a été atteint donc d'un syndrome de dépendance pour la substance en question. Donc, en règle générale, les caractéristiques d'un syndrome de sevrage vont être à l'opposé de celles d'une intoxication aiguë. Donc, faire attention parce que c'est un piège un peu récurrent. Les caractéristiques du syndrome vont être à l'opposé de celles d'une intoxication aiguë. Ensuite, ce qui est important de savoir en toxicologie, ce sont les différents mécanismes d'action entre la substance active et le devenir dans le corps. Donc, voir son évolution, c'est le domaine de la pharmacocinétique en pharmacologie. Donc là, on va avoir le T1,5, donc la demi-vie. C'est le temps mis par une substance pour perdre la moitié de son activité pharmacologique. Ensuite, on va avoir la biodisponibilité, qui est la proportion d'une substance à atteindre la circulation sanguine sous forme inchangée. Ensuite, on va avoir la concentration maximale, donc la Cmax, et le Tmax, qui est le temps pour atteindre cette concentration maximale dans le corps. Donc là, on va avoir quelques exemples pour illustrer ces différentes notions. Donc on peut voir que pour les demi-vies, ça peut être très variable, de quelques secondes à plusieurs heures, notamment pour les amphétamines, qui peuvent aller jusqu'à 34 heures pour certaines d'entre elles, de demi-vie. Donc c'est plutôt conséquent. Ensuite, on va avoir la biodisponibilité. Donc en fonction de la substance et du mode d'administration, elle va être différente. Par exemple, lorsque le cannabis va être fumé,
il va y avoir 15 à 50% de la substance sous forme inchangée qui va arriver, on va dire, dans le corps. Et par exemple, lorsque la cocaïne va être, elle, sniffée, il va en avoir 85%. Aussi, la concentration maximale va aussi dépendre du mode d'administration. Forcément, lorsqu'elle est par exemple injectée, ça va beaucoup plus vite. Donc là, de quelques minutes, de 1 à 5 minutes pour la cocaïne, alors que par exemple, si elle va être mastiquée, la concentration maximale va être atteinte au bout d'une heure, alors qu'elle est de 1 à 5 minutes en injectable. Ensuite, on peut classer les différentes drogues selon leur mode d'administration, donc fumée pour le cannabis, injecté pour l'héroïne, sniffé pour la cocaïne ou ingéré aussi pour tout ce qui est LSD hallucinogène, en fonction de leurs effets recherchés. Donc là, on va avoir des drogues qui vont avoir des effets psycho-analeptiques. Donc analeptique, ça va stimuler, augmenter l'activité cérébrale. On va avoir des effets psychodysleptiques, donc qui vont dévier cette activité, donc, comme les hallucinogènes, et psycholeptiques, donc qui vont diminuer justement cette activité, comme les dépresseurs. Elles vont aussi être classées en fonction de savoir si elles sont dures ou douces. Donc le tabac et l'alcool sont considérés comme des drogues mais douces et les opiacés et la cocaïne comme des drogues dures, par exemple. Ensuite, on va avoir le mode de classification. Juridiquement, si elles sont licites, donc vente libre et autorisée, comme tout ce qui est alcool et tabac, ou illicites, où le commerce et l'usage sont interdits, comme le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, etc. Donc, les drogues peuvent, quant à elles, induire certains effets qui sont courants, comme par exemple une augmentation du diamètre de la pupille. Donc là, on va avoir affaire à une mydriase, provoquée, comme là on peut le voir, par la cocaïne, mais ou aussi elles peuvent induire un myosis, qui est la diminution du diamètre de la pupille. On a aussi le terme de bradycardie par l'héroïne, ça veut dire que le rythme cardiaque va être beaucoup plus lent que la normale, ou au contraire la tachycardie provoquée par la cocaïne, où là justement le rythme cardiaque sera beaucoup plus élevé. Ensuite, sur tout ce qui va agir sur les vaisseaux sanguins, donc là on va avoir une vasoconstriction, donc constriction qui va se rétrécir par la cocaïne, et à l'inverse, une vasodilatation, ça va être l'augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins. Ensuite, certaines drogues peuvent favoriser l'hypothermie, donc une diminution anormale de la température, ou alors, comme les amphétamines, elles vont induire une hyperthermie. Là, le corps va avoir une température anormalement élevée, et donc souvent c'est une sudation excessive, etc. Donc, au cours de ce semestre, comme je vous ai dit, vous allez aborder plusieurs drogues. Ici, on va en survoler que 4 principales, donc elles ne seront pas vraiment développées, mais c'est juste pour que vous ayez une petite idée, une petite notion en arrivant en cours. Donc là, on va commencer par l'héroïne, donc aussi appelée diacétylmorphine, qui a été synthétisée par Dreser à la fin du 19e siècle. Donc c'est un dérivé de la morphine. Elle va se distinguer en deux types. Donc le brown sugar, donc c'est une petite poudre, elle peut être soit marron grise, ou l'héroïne blanche, qui est la poudre blanche qu'on voit plus généralement. Ensuite, on va voir les principaux usagers. Donc, ce sont généralement des consommateurs traditionnels, ça veut dire des consommateurs en intraveineux, ou aussi qui mélangent d'autres drogues, ou alors des jeunes à usage récréatif, mais l'usage actuel reste quand même rare pour l'héroïne. Il faut savoir que le métabolisme de l'héroïne a une concentration maximale en intraveineuse qui est de 2 minutes. Donc là, c'est très rapide, et fumée, elle est aussi inférieure à 5 minutes, donc ça reste très rapide. Ce qui est caractéristique de l'héroïne, c'est le métabolite, la 6-monoacétylmorphine, qui est une des caractéristiques spécifiques du métabolisme de l'héroïne. Ça veut dire que lorsqu'on va détecter de la 6-MAM, cela induit une prise d'héroïne antérieure.
Donc voilà pour tout ça. Et lors les effets de l'héroïne, on a plusieurs phases, comme on peut le voir. On a le premier effet qui est l'effet flash. Donc il ne va pas excéder plus de 30 minutes, c'est très très court. Ça va être une réaction qui va être intense et brutale de bien-être, euh, mais vraiment très court. Et on va avoir du coup la deuxième phase qui est l'effet planète. C'est de 2 à 6 heures. C'est caractérisé par une rêverie euphorique. Et on va dire que ces deux effets, quand on ressent ces deux effets, l'effet flash et l'effet planète, ça fait l'effet lune de miel. C'est ressentir la totalité de ces deux phases. Donc, pour traiter justement une dépendance à l'héroïne, on va opter par des traitements de substitution aux opiacés, qui sont les TSO. Donc ce sont des agonistes de la morphine, donc ça va être des substances qui vont être avec les mêmes propriétés que l'héroïne, donc elles vont être administrées par voie orale. Donc par voie orale, il ne va pas avoir justement cet effet flash de l'héroïne et donc on va avoir une diminution de la dépendance psychique. Donc après stabilisation euh, et après le sevrage par exemple, on peut faire diminution de ces TSO par palier jusqu'à arriver à être complètement sevré de la drogue. Donc, en général, les traitements de substitution aux opiacés sont la méthadone et la buprenorphine. Ce sont les deux principales. Ensuite, on a la cocaïne qui date du début du 19e siècle, qui a été purifiée par Niemann. Donc, l'alcaloïde pour la cocaïne est extrait des feuilles de coca avec deux espèces différentes, donc l'érythroxylum coca et le novogranatans. On a souvent une consommation de cocaïne par les jeunes adultes de 18 à 34 ans et concerne globalement tous les milieux sociaux. Donc on peut la retrouver sous différentes formes, telles que les feuilles qui sont remâchées, la pâte de cocaïne qui elle est fumée, le chlorhydrate de cocaïne, c'est une petite poudre, donc elle va être soit injectée en intraveineux ou soit sniffée. Et on va aussi avoir le crack ou le freebase. Donc là, c'est de la cocaïne qui va être vraiment pure et qui va être souvent surtout fumée. Donc, il faut savoir que peu importe la voie d'administration, le métabolisme va être indépendant. On a un métabolisme de la cocaïne qui va être assez complexe. Donc là, on va juste énoncer les deux principaux métabolites qui sont la benzoylecgonine, donc la BZ2, et l'ecgonine méthylester qui est l'EME. Donc elle a un temps de demi-vie qui est plutôt court, donc environ 30 minutes, et va aller se distribuer un peu partout dans les tissus, donc y compris le cerveau et le placenta. Pour ces effets, il va y avoir un mécanisme compétitif, notamment au niveau des sites dopaminergiques. Donc pareil, avec un effet flash, une sensation d'euphorie, d'empathie, et surtout une résistance souvent à la fatigue, à la douleur, à l'effort. Sauf que à un moment donné, la recapture de cette dopa, ça va être le crash, la descente. Donc là, peuvent survenir des hallucinations ou alors des convulsions. Ensuite, on continue avec le cannabis. Donc, comme on a dit, la plante qui va correspondre à la drogue, c'est le cannabis sativa, variété sativa. Il y a la variété indica, mais la drogue, c'est la variété sativa. Donc, le THC, ça va être la substance psychoactive, donc ça va être le delta 9 trans-tétrahydrocannabinol. Ça va être la substance psychoactive dans la plante, une des principales. On peut remarquer grâce au tableau des usagers que l'expérimentation, ce qui va dire que la consommation d'au moins une fois de la drogue pour le cannabis est d'environ presque un jeune de 17 ans sur deux, donc c'est quand même vraiment important. On va dire que dans la moyenne européenne, les jeunes français consomment plus que les autres jeunes européens.
On peut retrouver ce cannabis sous différentes formes, que ce soit la résine, l'herbe ou bien le spice. Le spice, c'est un produit de synthèse avec des cannabinoïdes de synthèse vraiment très puissants. Euh, donc voilà, pour ce qui est du métabolisme, on va avoir le THC va avoir un métabolisme hépatique, oxydatif. Donc en 11-OH-THC, donc ce métabolite va être actif et le THC-COH qui vont en découler sera lui par contre inactif. Donc ce THC va cibler les récepteurs CB1 impliqués dans la voie du plaisir, dans la voie hédonique du bien-être. Malheureusement, ça peut être à l'origine de troubles psychiatriques, aigus ou même chroniques, pouvant aller jusqu'à la schizophrénie. Cela peut même provoquer des troubles digestifs, donc on appelle ça l'hyperémèse cannabique. Ça va être caractérisé par des douleurs abdominales violentes, avec des nausées, des vomissements, et le syndrome de la douche chaude. Ça veut dire que justement ces usagers-là vont prendre des bains chauds plusieurs fois par jour pour pouvoir soulager leur douleur. Et donc pour finir, on va voir les hallucinogènes. Donc ce sont des substances qui vont altérer la perception de la réalité. Donc là, on a les principaux hallucinogènes tels que le LSD, le GHB, les amphétamines. Donc ils peuvent être soit naturels, des champignons, etc., ou soit de synthèse. Et les effets, en plus des hallucinations auxquelles on pense en premier quand on parle des hallucinogènes, ça va être une netteté inhabituelle de la vision ou même de l'audition, avec une incapacité à se concentrer, un sentiment d'irréalité et de ralentissement du corps. Donc, selon l'environnement et bien sûr les personnes, les effets peuvent être soit plaisants ou déplaisants. Donc là, pour les effets déplaisants, lorsqu'on peut faire un BAD, on peut avoir des crises d'angoisse et avec une sensation de ne jamais redescendre, d'être toujours sous drogue et de jamais pouvoir revenir à la réalité. Ou bien par exemple les flashbacks. Donc les flashbacks, c'est l'usager va revivre les mêmes effets de la drogue sans l'avoir consommée, sans avoir eu besoin de la consommer. Donc voilà pour ces quatre principales drogues en général. Là, je vous propose une petite vidéo explicative pour aller un petit peu plus loin sur l'impact des drogues, notamment sur la société. Quelle est la drogue la plus nocive? En 2015, dans l'Union européenne, 7585 personnes sont mortes d'overdose, soit une vingtaine par jour, tous les jours. Et quelle est la drogue qui en est le plus souvent responsable? Bien joué, dans environ 80% des cas, c'est l'héroïne. Si l'on s'en tient à ça, on pourrait déduire que l'héroïne est la plus dangereuse des drogues. Mais ce serait aller un peu trop vite. Est-ce qu'on est là pour s'amuser ou pour faire le boulot? En effet, pour déterminer la dangerosité d'une drogue, il faut prendre en compte deux choses. D'une part, la nocivité pour la santé de celui qui la consomme, mais aussi la nocivité pour les autres. Alors si l'on s'en tient aux dommages pour le consommateur, le classement des drogues les plus dangereuses, c'est celui-là. L'héroïne est en tête, suivie par le crack et la méthamphétamine. Mais si on prend en compte cette fois les dommages sur les autres, alors le classement est totalement différent. L'héroïne passe alors en deuxième position, derrière l'alcool. Pourquoi? Eh bien parce qu'étant très peu répandue, elle fait en réalité peu de dégâts sur la société. L'alcool, beaucoup plus consommé que l'héroïne, a en revanche un coût social extrêmement important. Et ça pour au moins trois raisons. D'abord parce que l'alcool provoque des comportements à risque, qui nuisent aux autres, et qui ont un coût direct pour la société. Mais où t'as vu de l'alcool? Par exemple, un tiers des accidents mortels en France sont dus à l'alcool. Et ce n'est pas forcément la personne qui a bu qui meurt, et encore moins elle qui répare les dégâts et soigne les victimes. De la même façon, l'ivresse peut provoquer des comportements violents. Tu veux une bière? Viens, prends déjà ça en gueule. En Grande-Bretagne, on estime qu'entre un quart et la moitié des violences conjugales seraient liées à un problème d'alcool. Tout cela oblige l'État à dépenser de l'argent en matière de prévention et de répression. L'excès d'alcool entraîne coma éthylique, violence, accidents et abus sexuels. Ensuite, la consommation d'alcool a un coût indirect sur la société et l'économie. Des gens qui boivent sont moins productifs au travail. Sans alcool, ils produiraient plus, mieux et plus longtemps. Le truc des yeux rouges. Ainsi, les coûts directs et indirects de l'alcool pour un pays
représenterait entre 1 et 3% de son PIB selon les études. Enfin, il existe des coûts moins tangibles, comme ceux liés aux souffrances psychologiques que provoque l'alcoolisme dans les familles. Bref, on peut s'inquiéter des dangers de l'héroïne, du crack ou de la cocaïne, mais étant très rares, leurs nuisances pour la société sont finalement beaucoup plus faibles qu'un autre produit, beaucoup plus commun, l'alcool. Demain matin, petite sœur. Donc là, comme on a pu le voir, les usagers problématiques de drogue vont se différencier des autres usagers. Par exemple, là, ceux qui vont être problématiques sont notamment ceux qui ont comme voie d'administration en intraveineux, avec par exemple les types de drogues comme cité précédemment, tels que les amphétamines, les opiacés, la cocaïne, sont des drogues dures. Ensuite, ça va être des personnes qui ont un profil avec une précarité, une certaine précarité et vont être polytoxicomanes, ça veut dire qu'ils vont accumuler les différentes drogues. Donc voilà, et on passe sur la dernière partie qui est la détection des drogues. En fonction des différents milieux, par exemple la salive, elle va être le milieu de dépistage des contrôles routiers en France, car c'est un moyen plutôt facile pour pratiquer une détection, un dépistage, un test salivaire, c'est plutôt facile. Ensuite, après, on a l'urine. Justement, elle peut servir à, par exemple, regarder si la personne prend bien son traitement de substitution aux opiacés, comme on a vu les TSO, en recherchant s'il y a certains métabolites ou autres. On peut voir, grâce à l'urine, les traitements de substitution ou surveiller une prise, etc. On peut tout voir. Ensuite, on a la détection d'une drogue qui peut se faire aussi par la prise de sang, tout simplement. Et pour finir, on a les cheveux, donc qui est un marqueur assez spécifique de la consommation de drogue, parce que lorsqu'on analyse les cheveux, la partie la plus proche de la racine, on va pouvoir voir s'il y a eu oui ou non consommation de la drogue au cours des mois précédents. Donc voilà. Donc on a fini sur cette partie pour voir les petites bases de la toxicologie. Donc n'hésitez pas à relire le poly du set qu'on a fait, où là il va y avoir certaines notions qui vont être plus approfondies et, euh, et, euh, et le diaporama. Et voilà, donc en vous souhaitant beaucoup de courage pour la suite et des bisous.